Bonjour à tous. Ce que je m'apprête à faire avec vous, c'est un guide de révision pour l'examen de SCT 4063, plus précisément pour l'examen théorique. Donc, vous savez, il y a deux examens. Le cours se décline en deux examens. Il y a un examen théorique, il y a un examen pratique. L'examen pratique, pour la plupart, vous l'avez déjà fait, c'était la fabrication d'un objet technologique. Ça incluait les étapes de la fabrication, de la préparation. Côté dessin, on vous faisait faire des dessins techniques, donc des schémas de principe, des schémas de construction. Donc tout ça, construction, tout ça était couvert dans la partie pratique. Donc pour vous, c'est réglé. On se concentre maintenant sur la partie théorique. Euh, Là, allez pas croire que ce qu'on va faire ensemble ici va remplacer l'étude. Il n'y a rien en fait qui remplace l'étude. Voyez ça plutôt comme un guide qui va vous aider à diriger votre étude. Donc, des fois, on a l'impression que la matière, qu'on est un peu dépassé par la matière, qu'il y en a trop. Ben, ici, je vais vous aider à choisir ce que vous allez prioriser. Donc, comment est fait l'examen? Il y a deux parties. L'examen, premièrement, est sur 60 points. OK? L'examen pratique valait 40 points. Donc, pour un grand total de 100 points, donc 100%. L'examen théorique qui est sur 60 points est en deux parties. La première partie vaut 40 points. La deuxième en vaut 20. La partie sur 40 points, c'est des questions un petit peu plus complexes, des questions à plusieurs étapes. C'est des questions à long développement. Donc, vous allez avoir à expliquer des choses, à expliquer des mécanismes, expliquer le fonctionnement des mécanismes, expliquer des concepts. Vous allez parler de la théorie des fluides. Donc, on est beaucoup plus dans l'explication ici. Puis, les 20 points qui restent, ça va être des questions un petit peu plus directes. Donc, ça se peut que vous ayez à écrire, oui, quelques phrases, mais c'est des questions-réponses un peu plus du type de ce que vous avez dans votre cahier d'exercice. Donc, des questions un petit peu plus simples qu'on va appeler des questions de connaissance. Autrement dit, vous le savez ou vous ne le savez pas. OK. Pour la première question, donc les premières questions, la première section qui va vous être, que vous allez rencontrer à l'examen, je vous l'ai dit, c'est des explications. Vous allez avoir un mécanisme qui va vous être présenté. Je dis un mécanisme, ça peut être une machine, ça peut être un objet qui a des mécanismes à l'intérieur, donc un objet qui bouge, un objet qui fait une fonction. Pour vous aider, je vous invite à aller voir, si ce n'est pas déjà fait, j'ai une vidéo euh, sur YouTube qui s'appelle Comment expliquer le fonctionnement d'un mécanisme, ici. Donc, c'est sur la chaîne que j'ai appelée Science. Sur un mécanisme, donc, c'est sur la chaîne que j'ai appelée Science. C'est la même chaîne sur laquelle est déposée la vidéo que vous regardez en ce moment. Donc, vous devriez trouver assez facilement cette vidéo-ci. Et j'explique, si vous regardez sur le tableau, là, sur l'écran, j'explique étape par étape comment on décrit le fonctionnement d'un mécanisme, peu importe l'objet ou le mécanisme dont on parle. Donc, c'est des étapes que vous devriez suivre. Autrement dit, vous allez me parler de la force motrice, des mouvements, comment le mouvement est transmis, comment le mouvement est transformé. Donc, je vous laisse regarder cette vidéo-là. Je ne la résumerai pas ici. Je reviens ici. Donc, expliquer le fonctionnement d'un mécanisme, ça revient toujours d'une façon ou d'une autre. Parlez-moi des forces. Donc, il faut être à l'aise avec le langage relatif aux forces. Euh, quand on, quand on commente sur le fonctionnement d'un mécanisme, souvent on va au niveau de la conception, on va vous demander pourquoi est-ce qu'on a fait le choix d'un matériau plutôt que d'un autre. Donc, pourquoi on privilégie des fois les matériaux composites, pourquoi on privilégie l'utilisation des métaux, de certains types de métaux. À la fin de votre cahier, le petit cahier bleu qui accompagnait votre manuel, vous aviez un aide-mémoire. Donc, je vais aller le chercher ici. Vous avez un aide-mémoire qui ressemblait à ça, aide-mémoire techno. À peu près toutes les notions qui sont là-dedans sont importantes. OK? Et puis, par rapport aux matériaux, plus spécifiquement, je saute des choses.
Et je m'en vais aux matériaux. Où êtes-vous? Matériaux. OK. On, on a des exemples de matériaux, les métaux et les alliages. Là, vous avez une longue, longue suite de métaux. On va se concentrer sur les plus courants. Donc, le fer, le cuivre, l'aluminium, c'est des métaux qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup de produits qu'on utilise. Et on a les principales caractéristiques. Donc, autrement dit, si on vous demande dans un mécanisme pourquoi est-ce qu'on a privilégié l'utilisation du fer ou de l'acier, par exemple, ben, vous allez répondre en vous référant aux propriétés de chacune d'elles. Donc, et quand on parle des propriétés, vous les avez juste en dessous ici. Donc il faut se familiariser avec ce vocabulaire-ci. Donc, savoir c'est quoi la fragilité, la ductilité, la malléabilité. Et puis, vous avez des exemples de matériaux qui ont la caractéristique en question. Vous remarquerez qu'à certains endroits, j'ai rajouté, comme par exemple pour la conductibilité électrique, on vous donne le cuivre. Donc, la majorité des fils qu'on utilise sont en cuivre. J'ai rajouté l'argent et l'or. Si vous regardez des connecteurs audio ou vidéo, souvent sont plaqués en or pour assurer une meilleure connexion, puis aussi résister un petit peu plus à la, à l'oxydation. Donc, il y a des propriétés ici. Apprenez-les pour les principaux métaux, pour les principaux alliages, le laiton, le bronze, l'acier, la fonte. Vous avez des exemples un petit peu plus bas des bois. Donc, en fait, on fait la distinction entre les bois durs, les bois mous, et puis on a les bois modifiés. Les bois modifiés, c'est ce que vous achetez souvent à la quincaillerie. Donc, tout ce qui vient en panneaux, généralement, comme des panneaux de contreplaqué, autrement dit du plywood. Euh, les panneaux d'agglomérés, c'est des panneaux de particules. Donc, c'est toutes des choses qui ressemblent grosso modo à des feuilles de contreplaqué ou de plywood. Et ils ont des propriétés un petit peu différentes du bois. Pourquoi? Parce que c'est souvent de la fibre de bois ou des petits morceaux de bois qu'on mélange avec des colles. Donc, on peut donner au bois la forme d'un panneau. Généralement, il va être plus stable, c'est-à-dire qu'il va moins réagir au changement d'humidité. Donc, le bois bouge avec l'humidité, tandis que les panneaux aussi un peu, mais ils vont, dépendamment comment ils sont faits, ils vont peut-être résister un petit peu mieux au changement d'humidité. Euh, puis, bon, c'est pas mal ce qu'il y a à dire sur le bois. Les avantages du bois, ben, le bois est plutôt élastique, plutôt résilient, plutôt malléable, donc on peut le plier. Il peut penser les structures de la majorité des maisons au Québec sont faites en bois. Donc le bois est capable de supporter des charges si on le travaille bien. Euh, Puis quand il vente, quand il y a des vibrations dans le sol, le bois peut plier et revenir à sa position d'origine. Donc le bois est plutôt élastique, plutôt résilient. Pensez simplement à un arbre dans lequel le vent va souffler. Le tronc va pouvoir plier et reprendre sa forme. Donc, euh, donc ça peut être une propriété souhaitable pour le bois. Ok, ça fait le tour pour les matériaux. Je vous laisse réviser ça. Je n'ai pas vraiment d'autres choses à dire là-dessus. Maintenant, on revient au fonctionnement du mécanisme. Donc, on explique comment ça fonctionne. On donne... attends un petit peu, je reviens ici. Donc, on explique. On parle des matériaux. Euh, Ensuite, il faut connaître les différents matériaux, connaître leurs propriétés. Ça se pourrait que dans votre mécanisme, il y ait des différentes pièces qui sont liées les unes aux autres. Donc, il faut connaître les différentes liaisons, les types de liaisons euh, et les caractéristiques des liaisons. Donc, vous avez dans votre aide-mémoire, encore là, je vais aller le chercher ici, vous avez les caractéristiques des liaisons. Où sont-elles? Elles sont... Bon, tiens, on a les types de liaisons ici. Je pense que j'ai rajouté des choses par rapport au tableau que vous avez devant les yeux, euh, dans votre cahier, je veux dire. Ça se peut que celui que je montre ici soit un petit peu différent. Je pense que j'ai rajouté des choses, mais bon. Donc, on a les différents types de liaisons. Il faut savoir les reconnaître dans le mécanisme et savoir les nommer.
Et les propriétés, les caractéristiques sont ici. Donc, il y a 8 caractéristiques des liaisons. Il faut savoir les nommer, il faut savoir les différencier et pouvoir justifier pourquoi dans un objet en particulier, est-ce qu'on a privilégié une liaison, par exemple, qui soit démontable ou indémontable. Donc, si je regarde l'exemple ici, ben, pourquoi est-ce qu'on a privilégié pour la clé une liaison qui est indémontable? Ben, simplement parce qu'on ne veut pas... il y a beaucoup de force qui est appliquée ici au niveau de la prise de la clé. On ne veut pas que ça se défasse parce qu'il n'y a aucun intérêt à ce que ça se défasse. On veut que la clé reste en une seule position. Comme par exemple le manche de tournevis, même chose. On applique une grande force sur le manche du tournevis. On ne veut pas que ça se défasse, donc on privilégie une liaison qui va être indémontable. Puis, bon, c'est ça. Donc il faut le remettre dans le contexte et savoir justifier pourquoi on a utilisé une liaison plutôt qu'un autre. Ensuite, dans votre mécanisme, je reviens ici. Dans votre mécanisme, attendez un petit peu pour les liaisons, donc on disait différents types de liaisons à connaître et leurs propriétés. Ensuite, s'il est question de fluides, les fluides, c'est l'eau, tout ce qui est liquide ou tout ce qui est à l'état gazeux. Donc, pour les fluides, vous avez vu 3 principes. Il y a le principe de Pascal, il y a le principe de Bernoulli et le principe d'Archimède. Donc, il faut être capable en fait, il faut comprendre chacun de ces 3 principes-là. Il faut être capable de les expliquer et il faut être capable de les reconnaître dans des applications technologiques. Donc, si on parle d'un cerf-volant qui flotte dans les... ou d'une montgolfière, par exemple, qui flotte dans les airs, ben, il faut savoir, bon, quel principe explique ça. Donc, dans le cas de la montgolfière qui flotte, on pourrait parler, en fait, dès qu'il est question de la flottaison, flottabilité, dès que quelque chose flotte, que ce soit un ballon dans l'air ou quelque chose dans un liquide, donc la glace sur l'eau, par exemple, ben, il est question de Archimède, okay, la flottaison. Bernoulli, c'est ce qui explique la portance, par exemple, la portance des avions ou comment un navire arrive à se diriger dans l'eau. Donc, dès qu'il y a un fluide qui est en mouvement, il y a une... en fait, plus un fluide va s'écouler rapidement, plus sa pression va diminuer et ça va faire apparaître des forces qui vont s'appliquer sur un objet. Là, tout ça semble peut-être un petit peu abstrait, là, mais on a déjà vu ça ensemble. Et par rapport à Bernoulli, je vous redirige ici sur le compte YouTube et encore sur voyons, dans le canal Science, oui, merci. Dans le canal Science, il y a une vidéo qui s'appelle Le principe de Bernoulli. Donc, on a filmé ça en classe. Excusez. On l'a filmé en classe. Ça dure à peu près une trentaine de minutes. C'était les démonstrations qu'on avait vues ensemble. Et ben, si ça vous dit rien, le principe de Bernoulli, je vous conseille fortement d'aller regarder une fois de plus cette vidéo-là. Et ce qui est toujours une bonne idée aussi, sur Internet, le site AlloProf est une très très bonne référence et ça va couvrir en fait à peu près tous les concepts qu'on a vus en classe. Donc dès qu'il y a une notion qui vous tracasse un peu, par exemple principe d'Archimède, principe de Pascal, écrivez, cherchez ces mots-clés-là sur le site de AlloProf ou sur Google, ça va souvent vous ramener à AlloProf. Et puis vous allez avoir une belle description pour chacun de ces concepts. Donc si les informations qu'on a vues en classe, si les informations que vous avez dans votre cahier ne suffisent pas, vous pouvez aller voir sur AlloProf. Et les concepts sont expliqués. Souvent aussi, on a des liens vers des vidéos, comme ici. Donc, je vous laisse la regarder. On ne la regardera pas ensemble. Mais c'est ça. Donc, ces 3 concepts-là, il faut savoir les expliquer. Principe de Pascal. Donc, le principe de Pascal, c'est comment la pression est répartie dans un fluide. Donc, la pression est répartie également sur toutes les surfaces qui entourent le fluide. Et bon, ça explique, par exemple, ici, ce qu'on a devant les yeux, c'est le principe d'un vérin hydraulique ou un lift hydraulique, en bon français.
Donc ici, on pourrait par exemple avoir à expliquer comment, en appliquant une force relativement petite sur un petit piston, on arrive à soulever une charge qui, elle, est beaucoup plus lourde, qui va être placée sur un plus grand piston. Donc savoir expliquer ça. Et on vous l'explique en partie ici. Puis le principe de Bernoulli, donc dès un, qu'un corps solide se déplace dans un fluide et que le fluide s'écoule le long de ce corps-là, ben, il va y avoir une différence de pression si le fluide ne se déplace pas à la même vitesse de part et d'autre du corps solide. Dans ce cas-ci, c'est une aile. Et puis, il y a une force qui va apparaître. La portance là, dont on vous parle ici, c'est la force, en fait, qui sert à élever les avions dans les airs. Donc, encore là, il faut être capable d'expliquer ça. Donc, ça, c'est pour les fluides. Euh, Très important, ça revient toujours d'une façon ou d'une autre dans les examens. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire là-dessus? C'est pas mal ça. Une autre notion qui va être importante de comprendre, c'est la notion d'avantage mécanique et qui est reliée en fait à la notion de changement de vitesse. Changement de vitesse. Et les deux sont un peu l'inverse l'une de l'autre. Donc l'avantage mécanique, c'est quoi? C'est, par exemple, si j'essaie de lever une grosse roche avec un levier comme ça, si j'appuie, changer de couleur, si j'appuie sur mon levier avec une certaine force, ici, je vais réussir à soulever à l'autre extrémité, je vais réussir à soulever ma roche qui est là. Donc, comment je peux expliquer que je peux soulever une roche qui soit très lourde en appliquant une force relativement faible? C'est que, en fait, si j'applique ma force sur une plus grande distance comme ça, comparativement à l'autre bout ici de mon mécanisme, bien, si ma distance est, par exemple, je ne sais pas moi, 3 fois plus grande, bien, la force que je vais devoir appliquer ici va être 3 fois plus petite. Autrement dit, la force ici serait beaucoup plus grande. Donc, c'est toujours un compromis. Si je force sur une distance plus grande, comme ça, comparativement à ici, ben, ma force est placée sur une distance plus grande, mais la force en tant que telle va être plus petite. Okay? Donc, si je force sur une distance plus grande, je dois appliquer une force qui va être plus petite. C'est le principe de base de l'avantage mécanique. Je vous ai donné l'exemple avec un levier. Ça pourrait être aussi n'importe quel... en fait, je pense que ce qui serait bien de rappeler ici, on n'en a pas parlé vraiment... en fait, ça ne faisait pas partie des sujets vus dans le cours, mais ce serait peut-être important pour vous, attendez un petit peu, oui, d'aller lire sur les types de machines simples. Donc, le plan incliné, le coin, la vis, le levier. Et peut-être regarder quelques petites vidéos. Toutes les machines simples fonctionnent sur le principe d'avantage mécanique. Donc, tiens, on a un bon exemple ici. Donc, on a des plans inclinés. Si vous regardez la chaise roulante en plein milieu de la page, donc, soulever une personne assise sur une chaise roulante, c'est lourd, quelqu'un d'assis. Donc, si on veut le soulever de l'équivalent de 4 marches, euh, on préfère utiliser une rampe d'accès. Donc, on va déplacer la personne sur une longue distance. Et plus la rampe va être longue, moins on aura à forcer pour élever la personne à une hauteur donnée. Donc, vous voyez bien ici le compromis. Plus la rampe est longue, donc plus je dois pousser la personne longtemps, plus j'applique ma force sur une grande distance, ben moins la force à appliquer va être grande. Okay? C'est le principe des machines simples. Il y en a différentes sortes ici. Euh, pour l'avantage mécanique, ce qui va vous être demandé plus concrètement, ça peut être d'expliquer le concept dans le contexte d'un objet en particulier. Donc, expliquer comment un mécanisme nous donne un avantage mécanique. On pourrait vous demander aussi de le calculer, l'avantage mécanique. On en avait fait des exemples ensemble. Euh, le- L'idée, rappelez-vous, un avantage mécanique de 1 veut dire que, en fait, c'est comme si on n'avait pas d'avantage mécanique. Si j'avais un avantage mécanique de 1, ça veut dire que je force autant
à l'entrée du système qu'il y a de résistance à la sortie du système. Donc, j'ai pas d'avantage mécanique. Un avantage mécanique plus grand que 1, donc par exemple, un avantage mécanique de 2, veut dire que je force 2 fois moins. En fait, j'ai besoin d'appliquer une force 2 fois moins grande sur le mécanisme versus la force résistante à l'autre bout du mécanisme. Donc, par exemple, puis dans l'exemple ici que j'avais avec la roche, là ici j'aurais un avantage mécanique de 3. Donc, ce serait 3 sur 1. 3 sur 1, pourquoi? Parce que la distance ici sur laquelle j'applique ma force motrice, ma distance, elle est 3 fois plus grande que l'endroit où est appliquée ma force résistante. OK? Force motrice, force résistante. Donc, c'est quand on calcule les avantages mécaniques, on s'intéresse à ça. On s'intéresse à la distance sur laquelle est appliquée la force motrice et la distance sur laquelle est appliquée la force résistante. La force résistante, c'est toujours la chose qu'on veut faire bouger à l'autre bout du mécanisme. Ça peut être une roche, ça peut être une roue de vélo, par exemple, ça peut être un engrenage, ça peut être... Bon. Donc, qu'est-ce qu'on veut déplacer? C'est quoi l'objet qu'on veut déplacer? Ça, c'est la force résistante. La force motrice, c'est la force que moi, j'applique sur le système. On fait le ratio de ces distances-là. Autrement dit, le ratio de la distance appliquée par la force motrice par rapport à la distance appliquée par la force résistante, comme ça, ça me donne mon avantage mécanique. Donc, souvent, les problèmes où on doit calculer un avantage mécanique reviennent à calculer ces deux distances-là. Puis comment on fait? Ben, ça dépend de la forme de l'objet. Des fois, on peut la calculer directement. Des fois, si c'est par exemple un engrenage avec des dents, quelque chose comme ça, quelque chose comme ça. Donc, si j'ai une première roue qui tourne et qui entraîne une deuxième roue avec elle, si je connais par exemple le nombre de dents puis la distance entre les dents, ben, je pourrais calculer la distance parcourue. Par exemple, si je fais un tour complet, ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dents. Si je sais que j'ai 2 cm entre chacune des dents, ben, j'aurais 2 fois 8, j'aurais 16 cm qui serait en fait ma circonférence ici. Ça, ce serait, si c'est ma roue motrice, donc ma force motrice serait appliquée sur une distance ici de 16 cm, dans l'exemple que je viens d'inventer. Donc, on peut le calculer comme ça. Si on a par exemple des roues de friction, ben, ça se peut que j'ai besoin de calculer la circonférence du cercle. Et puis, bon, circonférence du cercle, là, ça devrait aller, là, mais c'est pi fois le diamètre du cercle. Donc, pour calculer la circonférence d'un cercle, on fait pi fois le diamètre. Donc, ça se peut qu'on ait besoin de quelques petites formules mathématiques de base, mais c'est généralement rien de trop compliqué. On reste souvent dans de la géométrie assez simple. OK? Donc, ça, c'est pour l'avantage mécanique. Maintenant, les changements de vitesse, je vous ai dit, c'est un peu l'inverse de l'avantage mécanique. En fait, les deux concepts sont liés. C'est que si j'ai un grand avantage mécanique, c'est toujours au détriment de la vitesse. Par exemple, dans l'exemple qu'on voyait tantôt, j'avais un plan incliné comme ça avec une chaise roulante. Chaise roulante, je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. On a quelqu'un ici. Une chaise roulante, comme ça. Parfait. Donc, j'ai un plan incliné, puis on disait, plus le plan incliné est long, comme ça, plus le plan incliné est long, donc plus la distance sur laquelle je vais appliquer ma force motrice, plus cette distance-là, elle est grande, plus mon avantage mécanique est grand. Par contre, vous comprenez que ça va être plus long avant que je me rende à l'autre bout. Donc, si j'ai un grand avantage mécanique, j'ai une petite vitesse. Okay? C'est l'inverse l'un de l'autre. Donc, pour calculer l'avantage mécanique, on utilise le ratio que je vous ai écrit ici. Pour la vitesse, pour le changement de vitesse, ce serait l'inverse. Donc, pour les changements de vitesse, ce serait l'inverse. Ce serait la distance
appliqué par la force résistante, résistante sur la distance appliquée par la force motrice. Okay? L'inverse l'un de l'autre. Donc, si j'ai un avantage mécanique de 3 sur 1, alors j'ai un rapport de vitesse de 1 tiers. Ça veut dire que à l'autre bout du système, l'objet, si je reprends l'exemple ici avec la roche, si ma force est 3 fois plus grande à l'autre bout du système, ben, la roche va bouger, elle, 3 fois plus lentement que moi, je vais devoir bouger ici. OK? Donc, force motrice, avantage mécanique et changement de vitesse, inverse l'un de l'autre, et vous aurez probablement à calculer soit des avantages mécaniques ou des changements de vitesse. Si vous comprenez comment calculer l'un, rappelez-vous juste que le second est simplement l'inverse. Donc on inverse ce rapport-ci pour passer de l'un à l'autre. Okay? Puis rappelez-vous d'une chose aussi, si vous demandez, bon, lequel va en haut, est-ce que je mets motrice en haut, motrice en bas, rappelez-vous que si j'ai un avantage mécanique plus grand que 1, par exemple un avantage mécanique de 2, ça veut dire que je force 2 fois moins sur le système que la force, excusez, un avantage mécanique de 2 veut dire que la force motrice que je dois appliquer au système va être 2 fois plus petite que la force résistante à l'autre bout. Autrement dit, je force 2 fois moins. Parfait. Ça, c'est pour l'avantage mécanique et le changement de vitesse. Peut-être une dernière chose par rapport aux explications. On est toujours dans les questions un petit peu plus à développement, là, rappelez-vous. Peut-être une notion qui serait bonne aussi d'aborder, ce serait euh, la notion de degré de liberté. Donc, à quoi ça sert, ça? C'est quand on explique comment les pièces sont liées ou comment les pièces bougent dans un mécanisme, dans un système. Souvent, on va vous demander de parler des degrés de liberté, puis même si on ne le spécifie pas, ça peut être une bonne idée que vous preniez l'initiative d'en parler. Donc, c'est quoi les degrés de liberté? Il en existe 6. Donc, degré de liberté, premièrement, c'est pas... on ne cherche pas nécessairement une valeur précise du genre 15 degrés ou 70 degrés, ou c'est pas vraiment ça. Les degrés de liberté, je vais vous montrer une animation qui est... donc, j'ai juste cherché les degrés de liberté sur Google et je suis tombé sur cette page-là. Vous pouvez noter, prendre l'adresse en note. Si vous voulez, jean-claude.debonté.free.fr. Donc, on voit le petit hélicoptère ici est en train de montrer c'est quoi les 6 degrés de liberté. Là, on a un premier degré de liberté. Ça va un peu vite, là. Autrement, imaginez voyons, un plan cartésien qui aurait 3 axes, donc l'axe des X, des Y et l'axe des Z. On peut faire 2 types de mouvements. On peut faire des translations, on peut faire des rotations. Donc les translations, on peut les faire selon l'axe des X. Translations, on peut les faire selon l'axe des Y ou selon l'axe des Z. C'est ce qu'on voit ici. Même chose, les rotations. On peut tourner autour de l'axe des X, autour de l'axe des Y et autour de l'axe des Z. Et un objet, des fois, va pouvoir faire tout. S'il y a ces 6 degrés de liberté, ça veut dire que l'objet est libre de bouger comme il veut. Comme par exemple un oiseau dans le ciel qui pourrait tourner sur lui-même ou planer. Sinon, il y a des mécanismes, puis ça, vous les avez vus, les types de liaisons. Donc, par exemple, dans une liaison glissière, ici, on a un seul degré de liberté. Ça veut dire que le rectangle rouge qu'on voit peut se déplacer de gauche à droite en translation selon un seul axe, mais il est impossible pour lui de tourner sur lui-même d'aucune façon que ce soit. Puis, bien qu'il puisse faire une translation dans un sens ou selon un axe, il ne peut pas la faire selon les 2 autres axes. Donc, un seul degré de liberté ici. Liaison pivot, en bleu, la pièce pivote selon un seul axe, donc un seul degré de liberté. Puis donc je vous invite à regarder les autres ici, ça décrit bien, les degrés de liberté, je crois. Quand vous avez à définir les degrés de liberté d'un système, comme je vous ai dit, ne cherchez pas un nombre exact de degrés, c'est pas ça qui est important. Décrivez, est-ce que l'objet peut bouger en translation et ou en rotation?
Et si oui, est-ce qu'il peut le faire selon un axe, deux axes ou trois axes? Et pas besoin de nommer l'axe, de dire que c'est l'axe des X, des Y, des Z, on s'en fout un peu, ça dépend du système de référence. Juste dire qu'il peut bouger selon un axe, on va comprendre c'est lequel. Euh, et quand on parle, dernière chose aussi importante, quand on parle des degrés de liberté, c'est important de... Des fois, on va limiter le degré de liberté, comme par exemple, si je prends la liaison glissière ici, s'il y avait un mécanisme qui empêchait le bloc rouge de sortir complètement du cylindre vert, ben, on pourrait dire que oui, il y a un degré de liberté en translation ici, mais ce degré-là peut être limité parce que, bon, s'il s'agissait d'un tiroir, peut-être qu'on ne voudrait pas que le tiroir tombe du meuble ou quelque chose comme ça. Donc, des fois, un objet peut faire une rotation, mais la rotation ne sera pas complète. Donc, on spécifie ça, puis on le remet dans le contexte. On dit, bon, l'objet peut bouger en rotation selon un ou deux ou trois degrés de liberté. Par contre, sa rotation est limitée à peu près à 90 degrés ou est limitée à un certain point. Euh, Puis là, évidemment, ça va dépendre du contexte de l'objet lui-même. OK? Donc, c'est comme ça qu'on parle des degrés de liberté. On les, on les compte, on les énumère. On dit il y en a un, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et, euh, et on spécifie si le degré de liberté est limité d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est pas mal ce qu'il y a à savoir sur ce sujet-là. Puis avec ces notions-là qu'on vient de voir ensemble, ça fait pas mal le tour. Excusez. Ça fait pas mal le tour euh, de la première partie là, qui va être les explications ici. Pour la deuxième partie, les connaissances, ça peut être n'importe quelle notion que vous avez vue dans le cahier. Donc évidemment, très important de finir les exercices de votre cahier, de réviser, de refaire le tour, aller voir les résumés à la fin des chapitres, refaire les exercices de révision qu'on a fait ensemble. Puis peut-être je peux vous en passer en vrac là, quelques notions qui sont susceptibles de se retrouver dans cette section-là. On a dit les propriétés des matériaux. On peut parler des procédés, peut-être de fabrication. Procédés de fabrication. Euh, Vous irez voir la section dans votre livre là-dessus ou aller fouiller un petit peu sur AlloProf. Donc, quelques procédés de base là, de fabrication. Autre chose qui est susceptible de se retrouver dans votre aide-mémoire. Je dis tout ce qui est dans l'aide-mémoire est important. Euh, on a les fonctions mécaniques élémentaires, donc la liaison, le guidage, la lubrification, l'étanchéité. Donc, il faut savoir de quoi il est question ici. Pour les liaisons, on a vu il y a des caractéristiques des liaisons qui sont à connaître. Les types de liaisons, important aussi. Pour chaque type de liaison, une chose qui pourrait être bien, ce serait de rajouter une colonne ici et de définir pour chaque type de liaison le nombre de degrés de liberté. Par exemple, on avait vu liaison glissière, il y en a un seul, puis je vous laisse trouver les autres, encastrement aucun parce que ça ne bouge pas. Puis bon, vous vous amuserez à trouver pour chaque type de liaison combien il y a de degrés de liberté. Ça, c'est un bon exercice. Ensuite, fonction de lubrification étanchéité. Donc, pourquoi on utilise un matériau à un endroit particulier, pourquoi on met de l'huile dans un moteur, pourquoi ci, pourquoi ça. Euh, Fonction de transmission, transformation de mouvement, important aussi. Euh, Ensuite, pour ce qui est des fluides, je vous avais dit les trois principes Archimède, Pascal, Bernoulli. Faut savoir les expliquer. Faut savoir expliquer comment un objet flotte et savoir le définir en fonction des forces qui sont appliquées sur un objet. Donc, peut-être, on va... Donc, rappelez-vous, si j'ai de l'eau, puis j'ai un objet qui flotte. Si l'objet flotte, ça veut dire que les forces qui sont appliquées sur lui sont à l'équilibre. Et quelles sont ces forces? Il y a toujours la gravité, la force gravitationnelle, qui est toujours dirigée vers le bas. Donc n'importe quel objet, n'importe quel corps a un poids. Ce poids-là, c'est la force gravitationnelle qui tire vers le bas. On est tous attirés vers le centre de la Terre. Par contre, si l'objet flotte, ça veut dire qu'il n'y a pas que la force gravitationnelle qui s'exerce sur lui, il y a aussi une autre force qui va être de grandeur égale,
qui va être la force de flottaison, ou ouais, la force de flottaison. Dans le cas, si c'était un objet dans l'air, on pourrait... non, oubliez ça. Donc, la force de flottaison. Euh, et donc, dans le cas où l'objet flotte, les deux forces, excusez, les deux forces ici sont à l'équilibre, c'est-à-dire sont de grandeur égale. Si l'objet coule, ben c'est simplement que la force gravitationnelle, elle est plus grande que la force de flottaison, ce qui veut dire que l'objet va aller au fond. Et, euh, et d'où vient cette force de flottaison-là? Comment on l'explique? C'est le concept d'Archimède qui va l'expliquer. Et c'est quoi ce concept-là? Je vous laisse le lire, là. Mais en gros, c'est que si un objet est plongé dans un fluide, dans ce cas-ci, comme un ballon dans l'eau, la partie qui est submergée de l'objet, donc la partie ici que je suis en train de hachurer, qui est en dessous de l'eau, elle occupe un certain volume. Donc, autrement dit, une autre façon de le voir, c'est que quand je plonge le ballon dans l'eau, il y a de l'eau qui a été déplacée. Le niveau de l'eau ici aurait monté, par exemple, comme ça. Donc, le volume d'eau qui a été déplacé, cette eau-là qui a monté de niveau, elle veut revenir à sa position de départ. Donc, elle va comme revenir pousser comme ça sous le ballon. Et plus j'enfonce le ballon dans l'eau, plus je déplace de l'eau, et plus cette force-là ici va être grande. Et c'est ça la poussée d'Archimède, ou la force de flottaison ici dont je parle. La poussée d'Archimède, c'est cette force-là qui correspond au poids du fluide qui a été déplacé par l'objet. Okay? Le poids de cette eau-là ici qui a été déplacée par le ballon, ce poids-là correspond exactement ici à la poussée vers le haut que subit le ballon. Donc, si cette poussée d'Archimède-là est égale à la force gravitationnelle, l'objet flotte. Si la force gravitationnelle est plus grande, l'objet coule. OK? Donc ça, important de le comprendre, important d'être capable de l'expliquer. Au niveau des calculs, fort probable qu'on vous demande de calculer une vitesse, donc un calcul de vitesse. Une formule à retenir, vitesse est égale à distance sur temps. Et les unités de la distance, ça peut être des mètres, ça peut être des kilomètres, ça pourrait être n'importe quelle autre unité de distance, mais c'est souvent des mètres ou des kilomètres. Le temps, ça peut être des secondes, ça peut être des heures, c'est pas mal les deux qu'on voit le plus souvent. Puis pensez à l'unité de vitesse que vous connaissez tous, c'est-à-dire le kilomètre heure. Donc, on calcule la vitesse en voiture en kilomètres par heure. Donc, c'est bien une distance en kilomètres exprimée par rapport à un temps en heure. Donc, pour calculer une vitesse, il suffit de calculer quelle distance un objet a parcouru et dans combien de temps ça lui a pris pour parcourir cette distance-là. On divise l'un par l'autre et ça nous donne notre vitesse. Ce qui est important ici, c'est de s'assurer que nos unités concordent. Donc, peu importe l'unité qu'on priorise pour la distance, donc si je choisis par exemple une distance en kilomètres, puis mon temps est en secondes, ça ne peut pas me donner une vitesse qui va être en kilomètres heure. Ça serait par exemple des kilomètres par seconde. Okay? Donc, il faut s'assurer que nos unités concordent. Donc, les unités de la vitesse, comme par exemple si je donne une vitesse en kilomètres heure, mais il faut que j'ai d'abord utilisé une distance en kilomètres et un temps qui serait en heure. Et là, ma vitesse va bien être en kilomètres heure. Donc, c'est peut-être la seule chose à laquelle il faut faire attention. Sinon, ça devient un calcul mathématique. Donc, rien de plus à dire sur la vitesse, je crois. Vous aviez des exercices pour vous pratiquer. Refaites-les si vous n'êtes pas 100% à l'aise avec ça. OK. Une autre chose qui est susceptible de se trouver en évaluation, on en a parlé beaucoup tantôt. Bon, en fait, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Il y a les différents types de matériaux. On parle souvent des matériaux composites.
des alliages. Donc, des alliages, c'est quand on mélange des métaux avec soit d'autres métaux ou des non-métaux. On mélange des substances ensemble pour donner des nouvelles propriétés. Par exemple, l'acier, c'est un alliage de fer et de carbone. On mélange le fer et le carbone ensemble euh, pour donner des nouvelles propriétés à l'acier. L'acier est généralement plus dur, par exemple, que le fer seul. Matériaux composites, c'est souvent des substances fibreuses comme la fibre de carbone ou la fibre de verre. Donc des substances fibreuses qu'on mélange avec des résines, des colles. Euh, et puis souvent ça donne des matériaux qui sont plus légers, plus rigides, qui vont résister euh, souvent assez bien à différentes contraintes. Donc, on va privilégier, par exemple, les matériaux composites dans les articles de sport, là où on veut de la rigidité et euh, et un poids qui va être faible. C'est souvent ça qu'on va privilégier. Euh, Ensuite, au niveau des caractéristiques d'un système mécanique, bien comprendre c'est quoi la réversibilité. En fait, si vous vous demandez si un système est réversible ou non, demandez-vous la chose suivante. Dans un système mécanique, il va y avoir un organe moteur. Ça, c'est l'organe moteur, c'est celui c'est celui où on applique la force en premier. Euh, c'est celui qui donne le mouvement. Et puis, il y a l'organe récepteur qui va être celui qui reçoit le mouvement. Et les deux peuvent être liés par une corde, par une poulie, par une chaîne. Ils peuvent être liés directement par des dents, comme un engrenage. Euh, donc, pour savoir si un système est réversible, demandez-vous, si j'active le système par l'organe récepteur au lieu de l'activer par l'organe moteur, est-ce que le système peut fonctionner? Est-ce que je peux faire bouger donc, est-ce que je peux faire bouger l'organe moteur en activant l'organe récepteur? Et si la réponse est oui, le système est réversible. Si la réponse est non, le système est non réversible. Okay? C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc, tous les systèmes mécaniques vont... Dans tous les systèmes mécaniques, on active un organe moteur et ça fait bouger un organe récepteur. Okay? Ça, c'est vrai d'à peu près tous les systèmes mécaniques. Et si vous pouvez inverser le système, donc appliquez votre force sur l'organe récepteur et que ça fait bouger l'organe moteur, alors vous avez un système réversible. Okay? C'est ça la réversibilité d'un système. Il faut le comprendre, puis il faut être capable de juger si un système est réversible ou non. Et peut-être une dernière chose, au niveau du dessin technique, le dessin technique, il y en a une bonne partie qui a été couverte dans votre examen pratique. Donc, vous aviez des schémas de principe, des schémas de construction. Ça a déjà été évalué, ça ne le sera pas une deuxième fois ici. Donc, pas de schéma de principe. Oups. Pas de schéma de principe, pas de schéma de construction. Ceci dit, ça se peut que vous ayez des schémas qui soient déjà dessinés, puis ça se peut qu'il y ait des schémas avec déjà des forces, puis il faut peut-être avoir à les interpréter, oui, mais on ne vous demandera pas d'en dessiner en détail. Okay? Ce qui peut vous être demandé, par contre, c'est peut-être de dessiner des projections, donc par exemple des projections orthogonales. On pourrait vous demander de faire des développements solides d'un objet. Développement solide. Donc, par exemple, puis ça va toujours être des objets simples. Là. Ça ne sera pas un sous-marin. Là. Ça va être des objets avec des formes très simples. Là. Des cylindres, des sphères, des prismes rectangulaires, des choses que vous êtes capable de dessiner. Et puis, on pourrait vous montrer un objet en perspective, puis vous demandez ensuite de dessiner les projections orthogonales ou de dessiner le développement solide. Ça, c'est quelque chose que vous devriez être capable de faire. Donc, ça fait pas mal de tour. Si vous refaites vraiment le tour de toutes ces notions-là, que vous étudiez sérieusement, que vous refaites, concentrez-vous sur les pré-tests, les situations de révision que vous avez à la fin de votre cahier d'exercice. Je, si vous comprenez la majorité de ce qu'on vient de couvrir ensemble ici,
Je ne suis pas inquiet, ça devrait bien se passer en évaluation. Donc là-dessus, je vous laisse, je vous souhaite une bonne étude et puis ben, à bientôt.